Aujourd'hui, dans l'histoire de se balader, j'ai envie de vous faire découvrir Vernon. Vernon, une ville qui a été détruite en partie pendant la guerre, mais il faut savoir qu'ici restent de nombreux vestiges historiques. Vernon, c'est aussi une ville qui s'inscrit dans la modernité. Pour commencer, je vais vous faire découvrir l'histoire de Vernon et bien sûr son histoire médiévale. Ensuite, je vais rencontrer Bertrand. Bertrand est un passionné de peinture. Il a carrément eu l'idée de reconstruire le bateau qu'utilisait Claude Monet pour peindre au fil de la Seine. Ensuite, je prendrai un petit peu de hauteur puisque je vais avoir le privilège d'aller sur le site où l'on construit les moteurs de la fusée Ariane. Et vous allez voir qu'on fait même là-bas les essais, c'est hyper spectaculaire. Et pour terminer, je vais rencontrer Nicolas, un jeune tailleur de pierre. Il faut savoir que la pierre de Vernon est exceptionnelle. Elle a servi à la construction d'un paquet d'édifices le long de la Seine. On la retrouve même au Louvre. Wow! Histoire de se balader, ça commence. Me voici donc au cœur du Vernon médiéval. En tout cas, ce qu'il en reste, parce qu'il faut imaginer qu'au XIIe siècle ici, il y avait un grand château en bois qui a disparu depuis. Ce qui reste, l'un des rares vestiges du Moyen-Âge ici à Vernon, c'est cette tour, juste là, l'ancien donjon qu'on appelle aujourd'hui la tour des Archives. Il faut savoir que avant, le château royal de Vernon n'était pas protégé, il n'y avait pas de murailles, pas de donjon. Et c'est Philippe Auguste qui, en 1194, s'est dit que c'était un petit peu vulnérable. Du coup, il a fait construire plusieurs donjons, dont celui-ci qui reste en place, et puis des grandes murailles. Alors ça permettait d'une part de protéger la ville contre les envahisseurs, puis comme il est quand même assez haut, ce donjon, ça permettait de les voir au loin et de pouvoir s'en protéger. Et on arrive... Waouh! Oh, c'est vrai qu'elle est saisissante la vue ici. Hein. Et alors du coup, c'est vrai qu'il a eu raison, Philippe Auguste, de construire ce donjon parce qu'à l'époque, il y avait les rois de France, les rois d'Angleterre ou les ducs de Normandie qui bataillaient pour avoir cette région. Du coup, là, on a une vision à 360 degrés sur les envahisseurs potentiels qui peuvent arriver des montagnes ou alors même du lien stratégique qui est juste là, de l'autre côté, c'est la Seine. Tiens, d'ailleurs, la Seine, je crois que c'est là que je vais aller. Là, j'arrive à la limite de Vernon et je vais aller rencontrer Bertrand qui est passionné de peinture à tel point qu'il a carrément acheté la maison de Pierre Bonnard. Oh, quand même la maison de Pierre Bonnard qui est un peintre libre, qui s'est affranchi de tous les styles. Là, il y a de l'histoire de la peinture française derrière ces murs. Ah, bonjour. Ah, voilà, hello. Ah, c'est Vincent, certainement. Ah, c'est là. Eh ben voilà, Vincent. Bonjour Bertrand. Ah, formidable, Vincent. Enchanté. Bienvenue à ma roulotte. Votre roulotte? Oui, c'est une maison qui s'appelle ma roulotte. Voilà, depuis toujours. Voilà, bon, je vais vous montrer un petit peu. Et bon, oui, effectivement, donc c'est la maison de Pierre Bonnard qu'il a achetée en 1912 et il s'est installé avec Marthe dans cette maison. Et ça a été une période pour lui, il était surnommé le peintre de la lumière. Ce sont aussi bien des nus que ma roulotte, la maison en elle-même, avec le fameux balcon que l'on retrouve, qui est d'origine. Ah oui. Et avec cette vue sur la Seine. Puis des aplats de couleurs qui sont beaucoup plus vives qu'avec les impressionnistes. Absolument, aussi. absolument. Et pourtant, il n'a jamais voulu faire partie du mouvement impressionniste. Il voulait rester indépendant, quoique très très ami avec des impressionnistes comme Claude Monet. Et je pense que c'est pour ça qu'il achetait la maison, pour se rapprocher de Monet, avec qui il s'entendait très très bien, notamment pour faire de la voiture. Ah d'accord, ok. Ils étaient passionnés de bagnole. Absolument. En tout cas, ici, on est bien. C'est bon. Mais écoutez, alors,
il y a une chose qui est très intéressante, c'est que Claude Monet, comme vous le savez, avait un petit bateau pour aller peindre sur la Seine au fil de l'eau, les berges de Seine, avec les reflets. Et donc, on a reconstitué ce bateau et on va aller se promener sur la Seine avec le bateau. Ok. Voilà. Ah ben, notre artiste est déjà à bord. Ah, d'accord. Profite de la lumière du matin. Marie-Noël, une fidèle du bateau atelier. Bonjour Marie-Noël. Bonjour. Alors, expliquez-moi en quelques mots, ce bateau, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est en fait, c'est une toux de Loire. Et en fait, c'est une petite gabarre. D'accord, un bateau à fond plat alors. À fond plat. Et on a lancé ce concept qui intéresse beaucoup les artistes qui viennent à Giverny. Il y a 650 000 personnes qui viennent chaque année et qui sont intéressés pour aller faire un petit tour sur la Seine d'une heure et demie et revenir avec des aquarelles ou des pastels ou même des huiles ou des dessins et énormément aussi de photographes. Alors on largue les amarres? On va larguer les amarres. Allez, voilà. je vais voir Marie-Noël quand même. Attention, voilà. Hop là. Grâce au bateau et grâce à Bonnard. Alors Marie-Noël, vous êtes peintre, vous êtes artiste. Oui. J'imagine que c'est pas la première fois que vous venez sur ce bateau. Non, j'ai vu plusieurs fois, oui. Bertrand m'a souvent invité à venir et peindre ou me promener même avec des amis. Il y a beaucoup d'amateurs de Bonnard. Hein. Est-ce que ça change quelque chose en termes de peinture d'être vraiment au fil de l'eau plutôt que d'être sur la rive? Ça change tout le temps, l'eau change tout le temps. Et puis ça donne une espèce de calme. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de plaisir à me trouver sur l'eau. J'ai toujours adoré les impressionnistes et j'ai choisi d'ailleurs de venir à Vernon parce que c'était le coin des impressionnistes, le coin de Monet. Et alors Bertrand, est-ce que vous avez l'impression que ce que ressent Marie-Noël, l'émerveillement en fait permanent, elle n'a pas l'air de s'en lasser en tout cas, c'est quelque chose que les personnes qui découvrent ce bateau ressentent aussi? Oui, réellement, c'est flagrant. C'est flagrant. Certaines personnes se disent oui, mais il est en marche, on ne peut pas peindre. Ouais, voilà. Et en fait, c'est bien le mot impressionniste. On prend les impressions que l'on ressent en naviguant très lentement sur les bords de Seine, avec les reflets, avec l'effet miroir dans certains bras de Seine, et les lumières, comme disait Marie-Noël, tellement changeantes. On n'a jamais le même paysage. Et alors ici, on voit ce fameux petit moulin. Voilà, alors, c'est charmant. Donc il s'appelle le Vieux Moulin et c'est une image vraiment complètement représentative de la ville de Vernon. Il y a même un timbre à son effigie et c'est un moulin. Ce qui est remarquable, c'est, vous voyez les piliers. Oui. Donc c'est un pont qui date médiéval, donc vraiment, qui est du XIe siècle. Et à l'époque, il y avait 5 moulins sur ces berges de pont. Alors Marie-Noël, est-ce que je peux regarder? Est-ce que je peux prendre votre... Oh bah non! Mais donnez-moi ça! Marie-Noël ne veut pas qu'on voit son œuvre. Ah oui, rapide. Quoi, elle n'est pas finie, vous m'avez dit? Mais non, c'est pas fini. Ah bah c'est pas grave, vous continuez. Ouais. Ah bah oui. C'est joli, moi j'aime bien en tout cas. Ah bon. Vous l'appelleriez comment cette œuvre? Je l'appellerais matinée verglacée. Matinée verglacée, c'est pas mal en effet. Hein. C'est pour ça qu'on a les gants et les gros manteaux. Bon, bah, je vous laisse continuer. Et Bertrand, est-ce que vous voulez bien accoster ici? Oui. Moi, je vais vous quitter. Je vous remercie pour cette balade. Quel dommage, quand même. Ah, oui, hyper enrichissante au niveau pictural, quand même, je l'ai vu avec Marie-Noël, et aussi patrimonial parce que ça nous donne la possibilité de voir ces petits bijoux qui sont au fil de l'eau. C'est beau, Vernon. Hein. C'est beau, c'est pas Il faut mal. bien en du tout. profiter. Parce Alors, que... je pars pas, vous voyez. Je vais rester un petit peu ici, mais je quitte l'eau pour prendre un peu d'altitude. Vous voyez les moteurs des grosses fusées? Vous allez vous régaler. Merci encore. À très, très Au revoir. vite. Hop là! Allez, je file.
Merci, au revoir. Bon, comme vous le voyez, j'ai le privilège de pouvoir accéder à ce site hyper sécurisé où on fabrique les moteurs pour les fusées Ariane. Je vais rencontrer Gilles Aubry, le directeur du centre, qui va me faire découvrir à la fois cette technologie complexe et cet univers fascinant. Je viens faire du stop. Bonjour Gilles. Bonjour Enchanté. Vincent, bienvenue. Je vais vous faire visiter le site. Ok, super, c'est parti. Pour le grand public en général, quand on pense à la fusée Ariane, on pense à la Guyane, à Kourou. Mais en fait, ce n'est pas du tout là-bas qu'elle se fabrique. Ici, à Vernon, on fait quoi exactement pour cette fusée? Sur le site de Vernon, on fabrique les moteurs de la fusée. Donc c'est un site qui existe déjà depuis de nombreuses années, puisque dès les années 30, sur le site s'est implantée une usine d'armement. Ensuite, le site s'est développé et s'est orienté vers la conception et la fabrication de moteurs de fusée. Et notamment dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelques Allemands qui sont venus apporter leur technologie et leur savoir sur le site de Vernon, en Normandie. Ah d'accord. Et c'est à partir de là qu'on a développé les moteurs de la fusée Ariane 4. Ah ok. Et alors qu'est-ce qu'ils avaient développé comme... ça par exemple, c'était quelque chose qui était fait par Ariane? C'était fait avant? C'est quoi? Alors ça, non, c'est V2, ah c'est ça, c'est un d'accord. moteur de V2, effectivement. Donc Et ça, c'est des ingénieurs allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui avaient mis ça au point. Tout à fait, tout D'accord. à fait. Les Et fameux V2. Les fameux V2. Et donc cette technologie, on l'a utilisée ensuite et elle a été développée sur le site de Vernon pour permettre le développement des moteurs d'Ariane 4. Qu'est-ce que c'est là? Où est-ce qu'on est là, ici, Gilles? Et bien là, Vincent, nous nous trouvons sous la fusée. Ah d'accord. Ah bah oui, d'accord. Plus exactement, sous une baie de propulsion Ariane 4. Donc, qui était le lanceur qui a précédé Ariane 5. Alors c'était un lanceur sur lequel nous avions 4 moteurs sur l'étage inférieur. Et aujourd'hui, on a simplifié cette configuration et sur l'étage principal de la fusée Ariane 5, nous n'avons plus qu'un seul moteur. Ah d'accord. Le moteur Beaucoup plus puissant, j'imagine. Beaucoup plus puissant. Et donc, comme Vincent, vous souhaitiez voir le moteur Vous allez Vulcain, montrer le moteur. eh ben, je vais vous montrer Ok, le moteur. on y va. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont autorisées à rentrer dans un site comme celui-là, non? Non, tout à fait. C'est le hall de montage, le hall d'intégration où on monte tous les moteurs Vulcain et aussi les moteurs Vinci pour la fusée Ariane 6. On cherche à avoir le montage qui soit le plus propre possible avec sans poussière. Alors donc là, voilà le démarrage du moteur, du montage du moteur Vulcain. Avec au centre donc la chambre de combustion et puis de chaque côté les 2 pompes de carburant. est-ce qu'on peut se rapprocher? Bien sûr. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chambre de combustion, c'est Non, ça? alors la chambre de combustion, c'est Le centre? le centre, ce qui est au centre. Et puis de chaque côté, on a les 2 pompes, les 2 turbopompes, qui vont permettre donc de pomper l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide qui vont se trouver dans le réservoir de la fusée et qui vont rentrer à l'intérieur de sa chambre de combustion, brûler et amener la force propulsive pour faire décoller la fusée. Alors, dites-moi, ce grand bâtiment, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est le banc PF50, c'est le banc sur lequel on teste le moteur Vulcain 2, le moteur donc, qui sert à propulser la fusée Ariane 5. Donc très concrètement, le moteur est installé à l'intérieur et on fait des essais, des réglages, c'est ça? Exactement, donc l'objectif c'est de régler le moteur de façon à ce qu'il soit le plus performant possible pour pouvoir emmener les satellites là où on veut les emmener, c'est-à-dire à l'altitude requise. Alors si là par exemple tout de suite il y a un essai, on peut se mettre devant, regarder comme ça la fleur au fusil ou pas? Non, ça ne va pas être possible. Non. Je propose plutôt qu'on aille dans le poste de commande. Ah, ok. Et depuis le poste de commande, on va pouvoir assister à un essai. C'est par là, c'est ça? Exactement. Ok, on y va.
On a besoin d'un fil d'Ariane ici pour se retrouver ou pas? Non, pas vraiment, non. Ah voilà, plein de boutons, plein de diodes, des chiffres auxquels je comprends rien du tout. Mais il y a des spécialistes ici qui gèrent donc justement les essais. C'est ici que tout se passe? Voilà, exactement. Et ici, nous sommes donc dans le PC de commande du banc d'essai PF50. C'est dans cette salle que le directeur de tir, un peu comme un capitaine d'un bateau, va commander l'ensemble de toutes les opérations qui vont conduire à l'allumage du moteur. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir, à peaufiner, à régler au dernier moment? Ce qu'on cherche à obtenir, c'est la meilleure performance possible du moteur. Donc pour ça, on va chercher à avoir le meilleur rapport de mélange du moteur. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler les débits d'oxygène et d'hydrogène qui vont rentrer dans le moteur. Alors comment ça se passe concrètement, un essai de moteur d'une fusée? Alors concrètement, comment ça se passe? Il y a plusieurs phases importantes. D'abord, on va intégrer le moteur sur le banc d'essai, donc on va le monter sur le banc d'essai. Et puis quand le moteur sera dans les bonnes conditions de température, qu'on aura vérifié tous les paramètres, à ce moment-là, on va enclencher l'essai. Et c'est le directeur de tir donc, qui se trouve dans cette salle qui va piloter l'ensemble de ces opérations. C'est toutes les activités qu'on mène avant le lancement qui permettent d'atteindre cette fiabilité avec des lancements qui sont réussis depuis plus de 10 ans maintenant sur la fusée Ariane 5, ce qui est une vraie performance. Ça veut dire qu'en 10 ans, on a lancé combien de fusées à peu près? En 10 ans, on a lancé à peu près, près d'une centaine de fusées. Bon, je vous remercie Gilles, on va quitter ce site et je vous remercie parce que j'ai appris plein de choses. Je vous avoue, si j'ai des petits secrets, je les garde pour moi. Enfin non, c'est eux qui les gardent. Bon, là, je suis en train d'arriver dans la dernière carrière d'exploitation de la pierre de Vernon. Et je vais rencontrer Patrick Debuc, le patron de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette pierre de Vernon, elle sert à restaurer tous les monuments historiques qui sont le long de la Seine, de Dieppe à Paris. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la carrière de Pierre de Vernon. Je vous remercie en tout cas de m'accueillir dans ce lieu qui est quand même énigmatique. Parce que quand on arrive ici, c'est vrai, c'est assez impressionnant. C'est un joli site. Cette carrière et cette pierre de Vernon, qui est très connue en France, qui a servi à construire pas mal de monuments historiques tout le long de la Seine, elle est exploitée depuis quelle époque en fait? En fait, la collégiale de Vernon date du XIIe siècle, donc on peut penser que depuis le Moyen-Âge, elle a été utilisée pour ça. Évidemment, c'est connu par Colbert, qui est venu au XVIIe siècle visiter et développer les carrières de Vernon. C'est Louis XIV qui lui avait dit qu'il faut trouver la bonne pierre pour Versailles, c'est ça? Voilà, la bonne pierre pour Versailles, pour les monuments prestigieux. Et puisque c'est une pierre qui est très fine, très blanche, et on dit d'intérieur de pierre que quand il s'étayait la pierre de Vernon, il s'étayait toutes les pierres. Bon alors dites-moi, voilà. je veux que vous me le prouviez qu'elle est très blanche parce que je ne suis pas convaincu. On va voir dedans. Volontiers. C'est pas super blanc quand même pour l'instant. Vous allez voir. Cette carrière-là date de quelle époque? Parce que là on voit... Voilà, la date est inscrite, c'est 1907. Et alors donc cette pierre, il y a des blocs qui sont ici découpés. Voilà, ça c'est déjà des blocs découpés. On va aller voir tout à l'heure des blocs bruts. Donc ceux-là sont découpés. Vous avez l'avantage de pouvoir voir les silex, qui sont nos taches de rousseur. Donc, puisque la caractéristique de cette pierre blanche, fine, à grain fin, c'est d'avoir des silex. Mais est-ce qu'on aime bien les taches de rousseur ou pas? Eh bien, c'est un signe de dureté, et ce qui fait que cette pierre, on est certain qu'elle ne va pas geler. Bon, est-ce qu'on peut se perdre dans ce labyrinthe alors? Allons-y, allons-y. Ah voilà, donc une des avenues de la carrière. Donc il faut évidemment imaginer des dizaines et des dizaines d'ouvriers qui enlèvent tout ça à la main. Au début c'était comme ça, et comment dire, les blocs étaient tractés Ils étaient tractés par les chevaux. Ah. Ils sortaient les blocs sur des traîneaux qu'ils amenaient au bord de la Seine pour après les distribuer auprès des divers monuments. C'était quand même un travail cyclopéen à l'époque. Un travail de romain, oui, sûrement.
Donc là, c'est la fin du labyrinthe. Oui, on est arrivé au bout de la carrière parce qu'au-delà, il y a des maisons qui sont au-dessus. Et donc, comme parfois il y a des éboulements, on ne peut pas aller plus loin. Alors aujourd'hui, vous exploitez comment cette roche? Est-ce que c'est de l'explosif? Est-ce que là, c'est possible ou... Non, c'est interdit les explosifs. Donc, dans les dernières années, ça a été exploité au marteau-piqueur ici. On voit les traces de marteau-piqueur, tout ça, sur les roches. Et puis récemment, on exploite maintenant cette pierre au fil diamanté. Oui, parce qu'en fait, on peut imaginer qu'exploiter une pierre comme celle-là, puisqu'elle est relativement dure, c'est assez facile, a priori, ça ne s'effrite pas. Mais il y a une vraie difficulté, vraiment, de l'extraire sans trop l'abîmer, non? Oui, et puis il faut travailler avec les failles, en fait, parce qu'il y a des fissures dans tous ces blocs que vous voyez. Donc il faut passer à travers les fissures, les utiliser, il faut soulever par rapport aux bandes de silex, tout ça. Ah ouais. Donc il y a une vraie technique, voilà. Une vraie connaissance de la roche, une vraie lecture, une anticipation de ce qui peut se passer en fonction de tel ou tel endroit où on Il faut exploite la faire roche. très attention que le ciel ne vous tombe pas sur la tête aussi. On file hein. alors, on file. Alors voilà, après les blocs bruts qu'on a vus, ils sont montés sur ce genre de machine pour être coupés. Voilà l'exemple d'un fil diamanté qui coupe bien la pierre et après on les passe au disque pour affiner les morceaux. Et après on va aller voir un de nos tailleurs de pierre qui va vous expliquer son métier. D'accord. Alors, voilà, la caverne d'Ali Baba. on rentre dans l'atelier. Bonjour messieurs. Les tailleurs de pierre. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc voilà Nicolas qui est en train de tailler un C'est en caillou. plein travail. C'est ça. Bonjour Nicolas. Chanté. Enchanté. Bon bah écoutez, je vous laisse en Merci interroger. Patrick. Voilà. Super visite. Merci. On continue la suite. Alors Nicolas, racontez-moi. Vous êtes en train de travailler sur... Sur une pierre pour l'église de Pont-de-Mer. Vous aujourd'hui, quand vous avez par exemple cette pièce-là qui va être installée sur l'église de Pont-de-Mer, c'est quoi le sentiment après? Bon, on est fiers de voir nos pierres qui sont posées, qui vont rester là des centaines d'années. Alors comment on travaille cette pierre-là? Est-ce qu'on fait comme il y a 200, il y a 300 ans? On a les mêmes techniques, vous pouvez me montrer? Alors ça a un peu évolué. Maintenant, c'est le marteau-piqueur. Maintenant, Ah bah voilà, quoique, c'est le pneumatique. on n'en est pas loin. Hein. C'est un travail essentiellement manuel. Toujours manuel. Ah, il n'y a pas Ouais. d'une machine? Non. Parce qu'on peut imaginer, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, avec tous les robots, tout ce qui existe, on pourrait faire le patron de la pièce qu'on veut. Ça existe. Le mettre... Ah, ça existe. Ça existe. Mais pour cette pierre-là, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué à cause des silex. Ah. On a ici. Alors, je vous regarde faire. Alors, comment la technique que vous utilisez? On y va vraiment en douceur. Ah, non, mais c'est étonnant ça. Alors, moi, je pensais qu'en fait, là, vous avez délimité, il y a une ligne Voilà. qui, j'imagine, la limite de la pierre que vous devez On doit débiter. respecter, ouais. Mais en fait, là, vous faites millimètre par millimètre. C'est ça. Couche par couche, Ah, le on enlève. travail. Et oui, ça dure longtemps. Ah, c'est incroyable. Donc, pour faire une pièce comme celle-là, ça va vous prendre combien d'heures de travail? Là, on a 3 jours de travail. Incroyable. Ah oui, je pensais que c'était beaucoup plus rapide quand même. Non, 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 non. Donc, c'est vraiment Et un encore, travail c'est- minutieux. Est-ce que je peux essayer? Vous voulez essayer? Ouais. Alors, on va vous prendre une petite pierre. Hop. Alors la technique, il ne faut pas appuyer à fond sur la gâchette. Il faut vraiment y aller en douceur. Et il ne faut pas aller chercher le trait directement. D'accord? Faut être pressé, faut pas être comme moi quoi. Faut être patient. Il faut être très patient Je vais essayer alors. et minutieux. Oh là là, patience et minutie. Ok, c'est tout à fait ce qui me caractérise. Waouh. Tout va bien. Ok, ça commence bien. Donc il faut tenir ça, j'imagine. Bien sûr. J'étais pas au courant. Vraiment doucement. Et il faut essayer de retenir le ciseau. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, là, je me rends compte de la difficulté quand même. Bon, bah super, merci beaucoup Nicolas. Je vous en prie. Je vous rends cette machine de torture. Pour moi, c'est la machine de torture. Je vous souhaite bon courage. Et puis, je passerai à Pont-de-Mer pour voir tout ça. Ah bah il faut. Merci pas de Nicolas. Bonne journée. Et bravo pour votre patience. Merci. Au revoir. Au revoir.
Histoire de se balader, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette balade à Vernon, le pays où on fait l'une des plus belles pierres de France. Je reviens avec mon petit souvenir. D'ailleurs, sachez que vous pouvez trouver toutes les informations sur l'émission sur le site france3.fr. Moi, je vous dis à tantôt. Ah, vous êtes là. À Vernon, on fait des moteurs de fusée. Si on ne sait pas quoi faire, on fait de la musique spatiale.